un livre que j'ai écrit, qu'on a écrit avec toute ma famille. Dans toutes les pages que vous allez lire, il y aura les mots de tout le monde, de sa mère, Tata qui est là, qui prendra la parole de tout à l'heure, de ses frères, Samba, Chekwe, Bagui, Youssouf, Lassana, Yacouba, Bagui, qui sont en prison aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là. Mais il faut savoir qu'en 8 mois, ce qu'a suivi la famille Traoré, il y a eu 1 mort et 3 prisonniers chez nous. Aujourd'hui, c'est important pour nous, notre famille, d'écrire l'histoire de Adama. C'est important pour tout le monde que chacun puisse écrire son histoire. Ne pas laisser cet État, cette justice, ces forces de l'ordre, ces mauvais gendarmes, écrire l'histoire de notre frère. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est vous qui avez fait d'Adama un symbole. C'est vous qui avez fait d'Adama une belle chose, une belle personne. Et à travers ce livre et à travers toutes les actions qu'on a pu mener et de toutes les actions qu'on va mener, le nom d'Adama va être porté partout dans le cœur de tout le monde, à travers la France et à travers le monde entier. Et cette lettre à Adama, tout le monde pourra la lire. Beaumont, Champagne, Persan, Bruyères, toutes ces villes aimaient Adama. Tout le monde s'est mobilisé pour Adama. Adama, il avait aussi un père. Il nous avait nous tous. Et c'est important qu'on puisse raconter l'histoire d'Adama. Qui était Adama? Qui est la famille d'Adama? Qui se bat pour Adama? Parce que dans ce livre, on parle de la famille d'Adama, mais on parle de vous aussi. Vous faites partie de toutes ces pages. Toute cette lutte qu'on a menée, c'est avec vous. Et aujourd'hui, on arrive à 10 mois. Aujourd'hui, on est le 19 mai. Ça fait 10 mois, jour pour jour, qu'Adama est mort. Donc cette lettre, on lui doit. On aurait aimé être là aujourd'hui dans cette salle pour célébrer son mariage, pour célébrer un baptême, mais malheureusement, on ne pourra plus faire ça. Donc aujourd'hui, on se doit, ma famille et moi, d'écrire l'histoire de mon frère, d'écrire le combat qu'on mène pour lui, de le transmettre à tout le monde. On lui doit à Adama, on lui doit à mon frère. Parce qu'on nous a enlevé une partie qu'on ne pourra plus faire avec lui. Donc à travers tout ce combat, à travers la justice, même si demain nous avons une justice, on l'aura cette justice, on emmènera ces gendarmes devant les tribunaux, il faut que le monde d'Adama puisse être partout. L'histoire d'Adama puisse être dans le cœur de tout le monde. Le symbole qu'on a fait d'Adama puisse rester un symbole à tout jamais. Voilà pourquoi on a écrit cette lettre avec ma famille. Aujourd'hui, c'est très difficile quand on l'a écrit, mais aujourd'hui, c'est du concret. Vous êtes tous là. Vous allez tous connaître notre histoire. Vous allez tous connaître Adama. Vous allez tous connaître un peu de notre intimité. Et c'est très difficile. Aujourd'hui, on n'est pas dans une manifestation, on n'est pas en train de marcher. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de Adama, pour vous parler de Bagui aussi. Bagui qui est en prison depuis le mois de novembre. Bagui qui souffre aussi de cette perte de son frère qui était très proche de Adama. On a une pensée aussi pour Yacouba qui est en prison. On a une pensée aussi pour Douce qui avait fait une chanson pour Adama. On a une pensée aussi pour toutes les personnes qui sont parties en prison depuis le 19 juillet. On espère que le combat va continuer. On espère que vous serez encore plus nombreux. On espère que la justice française va faire son travail. On espère que la France, qui est un pays de liberté, égalité, fraternité, non, j'espère que nous ferons de ce pays une liberté de liberté, égalité, fraternité. Qu'on pourra jouir de nos droits, qu'on pourra avoir une justice pour Adama, une justice pour tous. Aujourd'hui, la salle elle est pleine. Il n'y a pas que des Beaumontois, il n'y a pas que des jeunes de quartier. Il y a tout le monde. Il n'y a pas que des vieux, des moins vieux. On a toute la France qui est là. On a un peuple français qui est là. Comme on dit depuis le début, la France divise son peuple. Elle oppresse une partie de sa population.
une partie est soulagée, mais le combat mènera ensemble, tous ensemble, pour faire plier cette mauvaise France et pour avoir une justice et pour avoir nos droits. Sans droit, il n'y a pas de justice. Quand on ne connaît pas ses droits, quand on ne sait pas utiliser ses droits, on ne peut pas avoir de justice. On remercie également tous nos avocats, Maître Bouzrou, Maître Chirez, Maître Cotier. Je vous remercie beaucoup, merci de tout votre soutien, merci de toute la force que vous nous donnez, merci de tout le courage que vous nous donnez, merci de l'amour que vous nous donnez, parce que c'est de l'amour qu'on reçoit aujourd'hui. Merci pour tout ça. Merci pour Adama. Merci beaucoup. Il faut lire cette lettre à Adama. C'est un moment absolument extrêmement fort en fait quand on découvre ces mots et quand on découvre ces lettres. Assa, c'est vraiment une femme d'action. Il est décédé en 99. C'est apparu comme c'est remonté comme quelque chose de très fédérateur pour eux en fait. On le raconte, Assa le raconte dans le livre. Et toute sa famille le raconte aussi, c'est quelqu'un qui les a toujours élevés dans l'idée de se soutenir mutuellement les uns les autres et de s'appuyer sur la fratrie en cas de problème. Et je voulais dire aussi que Assa et sa famille, le combat de la famille Traoré pour Adama, à mon sens, à moi qui suis journaliste et qui suis d'autres affaires, est un combat inédit parce qu'en fait tout de suite ils ont eu ce réflexe qui est lié à cette force familiale et filiale issue de leur père et de leur mère de se dresser et de pas... moi j'ai jamais vu Assa abattue en fait. Je pense qu'elle a des moments très douloureux, mais elle n'est jamais dans l'abattement. Et ils ont tout de suite été debout. Ils ont été debout en groupe, unis. Et c'est comme ça, c'est cette force-là qui a fait que les mensonges ne sont pas passés, en fait. Et qu'ils ont su faire barrage de manière collective et avec plein d'amour entre eux, en fait, aux mensonges et à tout ce qui ne correspondait pas à ce qu'était leur frère. Mais c'est aussi quoi? C'est le mensonge d'État qui est dur aussi à vivre. Aujourd'hui, on se bat, nous sommes des soldats. Quand on tombe, on se relève. Ce qu'ils ont fait subir à Adama, la criminalisation qu'Adama a subie, c'est ce que subit la majorité de ces jeunes de quartier. Ce qui est arrivé à Adama n'est pas exceptionnel. Beaucoup de personnes ici ne subissent pas des contrôles d'identité à répétition. Beaucoup de personnes ici, et beaucoup de personnes ici aussi subissent toutes ces violences, toutes ces humiliations. Vous savez, quand ils arrivent dans ces quartiers, dans nos quartiers, dans mon quartier, à Boyenval, et dans d'autres quartiers, c'est ce qu'on subit. Ces jeunes-là sont considérés, ne sont à peine considérés. Quand on les voit, il faut les insulter, il faut les humilier, il faut les frapper. Et j'ai envie de dire non. Aujourd'hui, c'est moi, Assa, qui est là, la sœur, qui prend la parole, et c'est mon frère qui est mort. J'ai envie de dire, ces personnes-là que vous tabassez, ces personnes-là qui tabassent et qui finissent par tuer, ce sont des personnes aussi qui ont un cœur, qui savent réfléchir, qui ont un sentiment, qui ont des enfants, qui ont des parents, qui ont des amis, qui ont des frères et sœurs, et qui savent s'exprimer aussi. Moi, j'ai envie de leur donner la parole à tous ces jeunes. Quand on se déplace, moi je me déplace avec les amis d'Adama, avec les frères d'Adama, ils prennent la parole. On les a dévalorisés depuis leur enfance. Il y a un manque de confiance. Ils sont pointés du doigt. Et aujourd'hui, quand ils voient ces forces de l'ordre, quand ils voient la police, ils courent. Pourquoi? Cette question-là, il faut se la poser. Pourquoi? C'est quelque chose qui s'est construit depuis des années. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut déconstruire. Mais elle ne va pas se déconstruire en un claquement de doigts. C'est tout un système qu'il faut revoir. C'est tout un système qu'il faut déconstruire. Il faut remettre ces jeunes de quartier, ces jeunes garçons, ces jeunes hommes, ces jeunes habitants
à leur place, à une place de personne, à une place de citoyen. Eux aussi ont droit au respect. Ils n'ont pas de droit de mort sur nos vies, ils n'ont pas de droit de mort sur la vie de nos frères, de mon frère. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont. Et ça, il faut leur enlever. Ce qui est arrivé à Dama n'est pas exceptionnel. Ça arrive tous les jours, ça arrive souvent. Et c'est tout ça qu'il faut arrêter. Et aujourd'hui, c'est pour ça aussi qu'on se bat. Et c'est important aussi d'écrire, laisser une trace, raconter notre propre histoire. Quand on raconte la vérité, on est obligé de dire que la vérité. Ils sont obligés de reprendre que la vérité. Quand on raconte le mensonge, ils reprennent le mensonge, ils disent que du mensonge. Et c'est ça qu'on veut dénoncer. Ces jeunes garçons qu'on criminalise, ce sont des jeunes garçons, comme tout le monde, qui ont droit à une vie. Adama, on lui a enlevé sa vie à 24 ans, on lui a enlevé un bel avenir, on lui a enlevé plein de choses. Et nous, on veut que ça cesse tout ça. On veut qu'à travers le monde d'Adama, de belles choses puissent se faire à travers ce monde. Et on a vu qu'à travers le combat de Adama, ça continue. La criminalisation est encore plus forte sur la famille Traoré. De l'acharnement, de l'humiliation, de la répression. Aujourd'hui, j'ai mes frères qui sont en prison. On a nos soutiens qui sont en prison. Pour eux, c'est pas normal qu'on puisse se défendre. C'est pas normal qu'on puisse dire non à cette violence, qu'on puisse dire stop à cette violence, qu'on puisse s'exprimer, qu'on puisse se défendre, qu'on puisse exiger nos droits. C'est un droit. La France dit partout que nous sommes dans un pays de liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, où est la France? Je suis Charlie. Elle appartient à qui cette France? Elle appartient à vous. Mais il faut la récupérer. Et c'est à travers, nous en tout cas, c'est à travers le combat de Adama, à travers vos combats, qu'on pourra arriver à stopper toute cette criminalisation et tous ces morts. Je trouve qu'on voit très bien à travers l'affaire Adama Traoré et toute la famille Traoré comment les parties civiles, dans le cas de violences policières, sont traitées. Ce sont, il ne faut pas l'oublier, des victimes en fait. Sur l'écriture de ce livre, j'aurais pu proposer à d'autres familles déjà avant. Mais en fait, Assad Traoré et sa famille ont vraiment cette particularité d'avoir su se battre et de continuer d'être endurants et de ne pas se laisser traiter comme des victimes au sens négatif du terme, c'est-à-dire comme des gens qui ne font plus rien et qu'on regarde juste, auxquels on donne juste le droit de pleurer ou de se taire. Ce sont des victimes qui portent quelque chose de très fort, c'est la dignité en fait. À ça, elle est très attachée, pas seulement à sa propre dignité, mais à la dignité de tous les gens qu'elle représente. Je veux dire aussi, quand on se livre tout à l'heure, la question c'était comment ça s'est passé avec Assa. En fait, Assa, elle parle très peu d'elle, elle parle beaucoup de ses frères, elle parle beaucoup des hommes des quartiers. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très fort, de nouveau, et c'est un énorme tabou qu'il faut en effet lever. Les hommes des quartiers sont vraiment ciblés et visés et considérés comme des ennemis. Et très tôt, très jeune, on s'en prend à eux. On le raconte bien, Assa le raconte dans le livre, elle a des frères qui, à l'âge de 10 ans, sont contrôlés à l'âge de 12 ans. Est-ce que dans les centres-villes, les enfants de 10-12 ans, garçons, sont contrôlés, emmenés au poste? Est-ce que quand on a 10-12 ans et qu'on vit en plein cœur de Paris ou de Lyon, on est traîné au commissariat à cet âge-là parce qu'on n'a pas présenté ses papiers? En fait, peut-être que d'ailleurs maintenant ça s'élargit un peu et ça commence à toucher ces autres populations, mais il faut savoir que dans les quartiers, depuis des générations en fait, très tôt, les garçons sont pointés du doigt, considérés comme des ennemis, et ils grandissent enfants avec cette idée-là. Et enfin, je trouve à titre personnel et à ça de manière encore plus forte que c'est vraiment une injustice considérable et dangereuse pour le pays même, parce que les hommes font la société. Mais les hommes, nos hommes font la société. Ils sont l'avenir de la France.
Donc il faut les valoriser plutôt que les écraser constamment. Cette volonté de toujours les écraser, à quoi renvoie-t-elle? Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ces gens-là? Voilà. À sa dernière question, Éric Fassin tout à l'heure disait avant que tu arrives que tu étais une femme puissante. Est-ce que tu te considères comme une femme puissante ou est-ce que tu te considères comme une victime? Je me considère comme la sœur d'Adama Traoré, comme la sœur de tous mes frères, comme la sœur de Bali, comme la sœur de Yacouba, comme l'amie de toutes ces personnes qui sont là, mes frères et sœurs qui sont là. C'est ce que je représente aujourd'hui. Et ce combat-là, on le mène, je ne le porte pas toute seule. Quand moi je suis là, j'ai mon frère qui s'occupe de louer un car toute la semaine, trouver un car pour emmener les habitants de Beaumont et toutes les villes limitrophes. J'ai mon autre frère qui s'occupe de tous les t-shirts. J'ai mes sœurs qui s'occupent de tout. Le combat est porté par toute la famille. J'ai les amis à Adama qui vont aller chercher ma mère, qui vont aller développer les photos. C'est un combat qui est porté par tout le monde. On a toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui. C'est un combat qui est porté pour eux. C'est ce qu'on représente, c'est ce que je représente aujourd'hui. Et j'ai envie de dire qu'à travers l'achat de ce livre, il faut savoir que, ce que je disais au début, la famille Traoré a eu 1 mort et 3 prisonniers et des dommages et intérêts énormes depuis 10 mois. Aujourd'hui, les fonds de ce livre iront pour financer tous les frais de justice. Pour Adama, pour Youssouf, et encore pour Youssouf, parce qu'il y a une nouvelle plainte, pour Bagui, sur qui on a mis plusieurs affaires, sur Yacouba, et sur tous ces dommages intérêts que cette justice met sur nous. Donc tous les fonds, en tout cas, qu'on pourra récolter, qui pourront nous aider à mener ce combat. Il faut savoir que de l'autre côté, de l'autre côté, tout est pris en charge pour ces gendarmes. Tout est pris en charge pour les forces de l'ordre. Tout est gratuit pour eux. L'État finance tout. Tout. Mais nous, les victimes, nous, la famille, tout est payant. Tout. Quand on demande un acte, il faut payer. Les avocats, on a dû prendre plusieurs avocats aujourd'hui dans la famille Traoré. Donc toutes les contributions que vous pourrez faire, ça sera encore un soutien énorme pour nous, qui pourront nous aider à mener ce combat, parce qu'il faut savoir que c'est un combat qui ne va pas durer 1 an, qui ne va pas durer 2 ans, et qui va durer des années. On le voit pour des familles qui sont présentes aujourd'hui, qui continuent à se battre. L'aspect financier est quelque chose de très important pour pouvoir continuer. Il faut développer cette économie-là. C'est une économie qui va nous emmener à l'avant. La force de nos bras va nous porter. L'économie va nous emmener à l'avant. Sinon, on ne pourra pas continuer et mener ce combat comme on voudrait le faire. On remercie toutes les personnes, en tout cas, qui se sont déplacées. Et j'espère que toutes les personnes qui liront l'histoire de mon frère, l'histoire de notre frère, l'histoire de Adama, auront une partie. Vous aurez une partie de nos vies. Une partie de notre histoire qu'on va vous dévoiler. Et oui, je veux juste ajouter, c'est très important ce que disait Assa sur le combat, l'affaire Ziad Ebouna à Clichy-sous-Bois. C'était en 2005, ça a duré 10 ans. 10 ans pour un résultat assez médiocre. Non pas, je ne dis pas ça à l'intention des familles qui se sont beaucoup battues, mais pour dire que la machine, l'État est très fort. Et faire tenir 10 ans un combat à une famille, c'est difficile et c'est très difficile sur le plan matériel et financier parce qu'en fait c'est un combat tous les jours. Pour avoir suivi Assa, je peux vous dire que les nuits d'Assa sont très courtes. Ces moments de solitude ou ces moments où elle pourrait s'occuper d'elle sont assez rares. Et elle est tout le temps mobilisée. Je veux dire que cette famille, toute cette famille est tout le temps mobilisée en fait. J'admire beaucoup leur combat parce que c'est tout le temps. On appelle n'importe lequel de ses frères à n'importe quelle heure. Voilà, ils sont très réactifs, ils ont besoin vraiment de soutien, tout votre soutien, mais aussi d'un soutien matériel qui leur permettra de tenir la longueur. Merci à vous tous d'être venus, vraiment merci. C'est vraiment important
pour nous que vous soyez là et que vous nous donniez tout ça. C'est vraiment important. Et il y a certains frères et sœurs qui ne sont pas là aujourd'hui, dont Awa, la jumelle de Adama. On a aussi une pensée pour elle. Merci. 9 mois de combat, le procureur de la République de Pontoise muté, les mensonges des autorités éclatés en vol, 3 plaintes. La première, pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La deuxième, pour non-assistance à personne en danger, déposée juste après avoir pris connaissance des rapports des pompiers qui t'ont découvert au sol, menotté. La troisième, pour faux en écriture publique et dénonciation calomnieuse contre une femme gendarme qui prétend que tu t'es interposé au moment de l'interpellation de Bagui. 3 de nos frères sont derrière les barreaux. Nous réclamons la vérité et le payons. Le harcèlement que nous vivons depuis ton décès ressemble à celui que tu as connu au quotidien. La position des familles de victimes des violences policières n'est jamais acquise. Elle est niée. Pourtant constitué partie civile devant la justice, l'entourage du défunt est sans cesse rappelé au caractère illégitime de sa démarche. Comme s'il y avait quelque chose de déplacé à demander vérité et justice pour les nôtres. Comme si vous n'en étiez pas digne. Car victime, vous l'êtes rarement aux yeux de l'État. Il vous préfère coupable. À quelques exceptions près, vous êtes des hommes, jeunes, français, issus de l'immigration, des Noirs, des Arabes, des descendants de colonisés, désignés aujourd'hui comme des ennemis de l'intérieur. Certains en meurent, trop souvent encore. Pour nous, la police est une police d'exception dont le visage est celui de forces d'intervention. Elles ne garantissent pas notre sécurité, elles nous mettent en danger. Elles chargent chaque jour leur voiture d'un arsenal de guerre qui en dit long sur le blanc-seing délivré par le pouvoir politique pour nous soumettre, nous écraser socialement. Vous, nos frères, nos hommes. Pour les gendarmes qui t'ont arrêté, Adama, il ne s'est rien passé d'anormal. Le 19 juillet 2016. La routine. Les forces de l'ordre, en tant que représentantes de l'État, détiennent le monopole de la violence légitime. La violence légitime. Mais quels en sont les fondements? En réalité, c'est un surcroît de devoir de vivre qui nous habite depuis que tu n'es plus là, Adama. Nous avons connu bien des batailles en 9 mois, d'autres viendront, plus dures, plus violentes. Notre espoir porte ton nom, il se compte en dizaines de milliers de soutiens. Ah ça, nous ne nous connaissons pas. Nous nous sommes croisés pour la première fois le 22 avril, lors du meeting de soutien à Bagui. Avant, nous vivions dans des mondes séparés, que les logiques sociales et raciales maintiennent à distance les uns des autres. Et il ne fait aucun doute que pour toi, évidemment, mais aussi pour moi, la vie aurait été beaucoup plus heureuse si nous n'avions jamais eu à nous rencontrer. Mais voilà, le 19 juillet 2016, ton frère a été tué. Il faisait encore du vélo quelques heures auparavant. Mais les gendarmes, bêtement, se sont mis en tête de l'arrêter. Il meurt dans une cour de la gendarmerie, enfin, c'est ce qu'on nous dit, étouffé et asphyxié. Ce jour-là, c'est la première fois que j'ai entendu son nom. Et très vite, dans les jours qui suivent, j'ai aussi entendu le tien. J'ai vu la colère, la protestation, la résistance se mettre en place. Et tout de suite, je me suis rendu compte que ce qui se passait là constituait ce que j'ai appelé le centre du monde. C'est par rapport à cette lutte qu'aujourd'hui, tout le monde doit se positionner. Ce qui se passe ici instaure une ligne de fracture, un nouveau front et de nouvelles alliances. La lettre à Adama que tu publies avec Elsa Vigoureux pose un diagnostic du présent. Tu décris les vies qui sont vécues, les souffrances, les pouvoirs qui s'exercent, la mécanique de l'État, les entraves à la résistance. Mais c'est surtout un livre qui doit inquiéter tous ceux qui croient trop naïvement que nous vivons dans un État de droit. Ceux-là sont prisonniers de mythes et de fictions. Et peut-être ton livre est plus intéressant pour comprendre la politique contemporaine que bien des livres de théorie politique. Car toi qui as vu l'État à l'œuvre, tu le dis désormais, la démocratie est un leurre. Si l'État était un État de droit, les victimes seraient protégées. La justice chercherait la vérité. Les institutions viendraient en aide à ceux qui souffrent et leur faciliteraient la gestion du deuil. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Le jour où ton petit frère est mort,
Ce n'est pas une logique de la justice qui s'est mise en place, c'est une logique de guerre. Une bataille a commencé, dis-tu. Cela se voit au fait que l'État ne vous a pas considéré comme faisant partie de lui. Il s'est comporté comme un clan. Il a défendu ses intérêts. Il a serré les rangs. Il a menti sur l'état de santé d'Adama, comme il l'avait déjà fait en 86 pour Malik Oussekine. Il a caché le corps. Il a décoré les gendarmes de Beaumont. Il a rendu visite aux gendarmes qui ont vu Adama mourir. Il a armé la police municipale. Pour les victimes, c'est l'inverse qui s'est passé. L'État ne vous a pas armé, mais vous a désarmé. Il essaye de vous réitérer l'exercice de vos droits un par un. Droit de voir le corps, droit à la contre-expertise, droit de manifester. Il emprisonne ceux qui protestent, et notamment tes frères. Et la méchanceté est poussée jusqu'à rendre difficile d'avoir des chaises et des tables pour un repas en souvenir d'Adama en septembre 2016. Faire de la politique, ce n'est pas évoluer dans le monde du respect des procédures. C'est s'inscrire dans des rapports de force. C'est être pris dans une logique d'affrontement avec l'État. Et j'aime beaucoup quand tu dis que les autorités sont agacées parce que tu te présentes toujours au rendez-vous en bande, avec tes frères, afin d'instaurer un rapport de force et pour bien le montrer qu'il ne t'impressionne pas. À bien des égards, l'être à Adama s'adresse d'abord à celles et à ceux qui luttent. Il s'adresse au futur Assa Traoré, aux futures familles frappées par ces drames, et à tous ceux qui se battent. D'ailleurs, à plusieurs reprises, tu dis que tu as envie de bouger ceux qui t'entourent. Lors du procès du policier qui a abattu Amal Bentoussi, tu racontes que lorsque tu vois sa sœur en larmes, tu as envie de t'élancer vers elle et de la secouer. Tu racontes aussi que tu veux faire bouger tes frères, qu'ils prennent confiance en eux, qu'ils s'expriment en public. Tu nous montres d'abord que, si la lutte politique doit être victorieuse, elle doit être affirmative. Il faut remettre l'État à sa place. Tu le rappelles sans cesse. Ce n'est pas à nous d'obéir à l'État, c'est à l'État de nous obéir. Il y a une radicalité dans ta démarche qui vient du fait que tu ne remercies jamais. Tu exiges, tu demandes ce qui t'est dû. Beaumont, c'est chez vous. Les victimes, c'est vous. Le droit doit protéger vous. Et tout le reste est un scandale. Nous avons tous beaucoup tendance à nous laisser intimider par l'État, qui déploie des stratégies pour présenter comme une faveur le simple respect des droits. Or, nous n'avons pas à être reconnaissants. Tu nous rappelles aussi que lutter politiquement nécessite de changer les perspectives, de toujours bien rappeler que c'est la police qui commet les actions violentes. C'est l'État qui est coupable, mais qui se fait systématiquement passer pour une victime vulnérable. Et il fait passer les victimes qui protestent et qui demandent que leurs droits soient respectés comme des dangers. Par exemple, à un moment, lorsque tu vois le dispositif policier qui t'entoure à l'une de vos marches, tu dis « Mais qui a tué qui ? Qui sont les victimes et qui sont les coupables ? Qui devrait être surveillé, nous ou la police ?» Je me suis récemment fait une remarque identique lorsque j'ai vu que le maire de Massy avait imposé un couvre-feu à tout jeune de moins de 16 ans suite à la mort de Curtis. En te lisant, je me suis dit, mais c'est plutôt à la police qu'il faudrait imposer un couvre-feu et de ne plus sortir pour quelques jours. C'est eux le danger, pas les jeunes qui voudraient éventuellement exercer leur droit à manifester la colère. Dans la lutte que tu décris, il faut bien comprendre que les camps ne se valent pas. Et la lutte que tu mènes est forte parce que tu peux invoquer l'idée de la démocratie. Car si l'État fait régner la loi du plus fort, toi et la famille Traoré, au contraire, vous invoquez la justice et le respect des droits. Nous vivons un moment étrange où le droit ne se situe pas dans les institutions qui sont censées les représenter, mais en dehors d'elles. C'est toi, c'est la famille Traoré qui incarnait le droit, qui combattait au nom du droit, qui exige le respect des droits contre l'État, et c'est cette disjonction qui marque notre présent. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je n'aime pas beaucoup quand on te dépeint comme une guerrière. Car la guerre, elle est faite contre toi et malgré toi. Ce n'est pas toi qui fais la guerre, c'est l'État qui est en guerre contre toi et ta famille, contre tes frères, contre les amis du quartier. Toi, tu veux juste que les choses se passent normalement. Tu demandes la moindre des choses, que dans un état de droit, les droits soient respectés. Te présenter comme une guerrière, c'est peut-être inverser les perspectives. Dans le livre, tu rappelles souvent qu'il ne faut pas voir la mort d'Adama et ce qui arrive aujourd'hui comme un accident. Tout est programmé. Les garçons sont pris pour cible très tôt. Dès l'adolescence, on les traque, et très peu sont ceux qui en réchappent. La mort d'Adama s'inscrit dans un système qui a tué d'autres jeunes hommes avant lui et qui en a tué d'autres depuis. Tu décris un monde qui fonctionne à l'asphyxie. Il asphyxie au sens propre, à intervalles réguliers, des jeunes noirs et des jeunes arabes. Il asphyxie celles et ceux qui protestent, en cernant et en empêchant les défilés, en gazant les manifestants. C'est aussi un système qui asphyxie les quartiers, en visant les garçons dès le plus jeune âge, en les excluant de l'école, en les mettant en prison.
Et c'est un système qui asphyxie la colère en inculquant aux dominés des dispositions à l'obéissance, ne pas faire trop de bruit, être poli, respecter les autorités, faire confiance à la justice. Tous ces mécanismes s'enchaînent pour permettre à la classe que tu appelles opprimée de le rester. Ce système d'asphyxie, il me semble qu'il a un nom, il s'appelle le racisme. Car le racisme, c'est rien d'autre que la production de la mort prématurée de certains groupes. Le racisme, c'est un système qui produit la mort, et l'on attendrait qu'en démocratie, la police enraye ce système plutôt qu'elle le soit à intervalles réguliers l'un de ses rouages. Tu dis souvent dans ton livre que tu te bats pour que les gendarmes soient mis en examen et jugés. Je te le dis honnêtement, je ne sais pas si cela t'apaisera. Et je vais te faire une confidence. J'ai connu moi aussi des drames dans ma vie qui ont frappé ma famille et qui nous ont amenés à connaître les cours d'assises comme partie civile. Et je ne crois pas du tout que le jugement et la prison apaisent. Ce qui apaise, c'est la vérité. La vérité que l'État et les gendarmes cachent, précisément à cause de la justice. Bien sûr, je comprends l'effet de choc que produisent les décisions de justice quand elles disent « il n'y a rien d'anormal dans la mort d'un homme. Nous refusons de poursuivre ». Tu dis « comment peut-on dire qu'il n'y a rien d'anormal quand quelqu'un est mort ?» Mais est-ce que cela ne serait pas encore plus grave si aux yeux de la justice, rien d'anormal ne s'est passé? Est-ce que l'État, en croyant se disculper, ne s'incriminerait pas en fait encore plus? Dire « tout s'est passé normalement », c'est avouer que quand la police agit normalement, elle tue. Tuer n'est pas un dysfonctionnement, c'est le fonctionnement de la police. Alors, c'est tout l'État qui devient coupable, et pas seulement quelques individus. Ce qui nous conduit à questionner l'ordre policier, les techniques policières. Pourquoi la police court-elle après quelqu'un comme Adama, qui n'a rien fait, qui n'est pas recherché, qui ne menace personne? La vérité serait alors que le droit qui entendre l'exercice étatique de la force n'est pas ce qui nous protège de la mort, mais ce qui permet à l'État de nous tuer. Et c'est bien ce droit-là qu'il faut faire éclater. Je ne sais pas si ce que je te dis là aujourd'hui est approprié, mais je voudrais terminer en te disant ceci. Je pense que nous ne sommes pas seulement réunis aujourd'hui pour te soutenir, toi et le comité Vérité et Justice. Nous sommes là parce que vous avez trop souffert. Nous sommes là pour vous aider à porter la plainte, pour la porter un peu pour vous en décharger un petit moment. Nous sommes là aussi pour démultiplier la plainte, afin de transformer ce qui était l'action d'une famille contre la justice en une class action, d'individus qui veulent reprendre du terrain sur l'État. Espérons que cette mobilisation qui dure depuis plusieurs mois, qui vit aujourd'hui un moment important, permette qu'enfin un jour, le slogan « Plus jamais ça » ait un sens. Merci beaucoup. Merci Geoffroy, merci pour tout, merci pour cet amour que vous nous donnez. Et je tiens aussi à remercier la ville de Ivry-sur-Seine qui nous prête ses locaux. Parce que oui, aujourd'hui, nous ne sommes pas à Beaumont-sur-Oise. On aurait dû faire cet événement dans notre ville, à Beaumont-sur-Oise. Mais comme vous allez le découvrir dans le livre, comme vous avez pu le découvrir dans notre combat, la relation que nous avons avec Madame le maire, Nathalie Groux, ne nous permet pas aujourd'hui, en tout cas, de faire cet événement-là. On remercie le maire d'Ivry, on remercie Mehdi qui a permis qu'on puisse tous être là. On remercie Nadia et toutes les personnes qui nous ont aidés. On remercie toutes les personnes qui ont mis en place le traiteur. On remercie tout le monde, vraiment tout le monde, le comité, vous, les enfants qui sont là, toutes les personnes qui vont porter le nom de Adama, toutes les personnes qui vont porter la force de Adama, toutes les personnes qui vont porter le combat de Adama. Et je vous demande tous d'avoir une pensée pour Yacouba, pour Bagui, qui ne sont pas là aujourd'hui avec nous. On aurait aimé qu'ils soient aussi près de nous. Une grosse pensée pour eux, pour Dooms et toutes les autres personnes qui sont en prison. Aujourd'hui, nous sommes là, en liberté. Et j'ai envie de dire aussi, l'acharnement que nous vivons aujourd'hui est tellement gros que si demain, on vient à enfermer tous mes frères, on vient m'enfermer moi, c'est dans votre droit de reprendre le combat de Adama et de le mener le plus loin possible. Aujourd'hui, c'est même plus. Le combat n'appartient plus à la famille Traoré, il vous appartient à vous aussi. Une pensée pour tous mes frères. Merci. Merci Elsa. Merci. C'est moi qui dois remercier Elsa. Parce que la famille d'Elsa apprend aux gens à vivre. Vraiment. Merci Elsa. Ce qu'ils font,
ce qu'ils font, le combat qu'ils mènent. Vraiment, c'est un modèle pour tout le monde, pour tous les Français. Vraiment. Merci C'est moi qui les remercie. Je voudrais vraiment qu'on donne beaucoup de force et à ça, et à la famille Traoré. Merci. Et le combat continue, bien entendu. Moi, ce que je disais avec Coco là, dans sa séance, je dis ça fait combien de temps qu'on vient pour parler aux gens de ce genre de problème. On a tous, et ça fait, moi, pour ma part, ça fait 20 et quelques années, et on en a marre de venir parler, soutenir des familles qui vivent des choses absolument tragiques et qui, moi, la seule chose qui m'étonne, et qui m'étonne à plusieurs niveaux, c'est qu'il y ait des violences policières, on ne peut pas les éviter. Parce qu'on a affaire à des êtres humains et les êtres humains dérapent. Donc on peut tous comprendre ça. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est le manque de respect qu'il y a après, le manque de reconnaissance de la peine des gens qui souffrent de ces disparitions, de ces violences. Et c'est ce manque de respect-là, c'est ça qu'on a mis en avant dans la haine. C'est que ce manque de respect-là ne peut faire que effet de boule de neige. Et entre un jeune de 15 ans qui est plein d'hormones et qui pète un câble, parce qu'on pète tous un câble à 15 ans, et un système policier, administratif, politique, longuement réfléchi, qui est basé sur des lois, et je ne comprends pas qu'on mette dans la balance ces deux éléments et qu'on les considère qu'ils disaient le même poids. Je pense que les brutalités policières, encore une fois, sont inévitables, mais la responsabilité policière, la responsabilité de l'État, la responsabilité de ceux qui nous gouvernent, celle-là, elle est engagée. Et les jeunes peuvent faire des conneries, la police ne peut pas faire de bêtises. C'est la base qui permet le respect. C'est-à-dire qu'on peut déraper, mais il faut dénoncer. Et ne pas être dénoncé. Moi, le problème que j'ai, c'est pas, j'ai pas de problème avec la police. Je suis admiratif du travail qu'ils font. Mais je suis obligé de tous les considérer comme le mal, à partir du moment où eux-mêmes ne dénoncent pas, mais d'une manière extrêmement virulente, c'est-à-dire être près c'est leur métier qu'ils défendent. Leur éthique, c'est leur travail, ils ne peuvent pas accepter que d'autres fassent mal leur travail, et pour ça ils devraient dénoncer. Et si le système fonctionnait comme ça, les brutalités policières, il y en aurait beaucoup moins. Et celles qui auraient sont des brutalités que tout le monde ici comprendrait. On accepterait avec énormément de douleur de perdre quelqu'un pour une histoire de merde. Mais ce qu'on n'accepte pas, c'est d'être marché dessus ensuite, tout simplement parce qu'on réagit. On réagit avec son instinct, on réagit avec son cœur, on réagit avec son adrénaline, on réagit avec tout ce qu'on a. Et on se fait marcher dessus, et cet écrasement-là, ce manque de respect-là, ne peut faire que attirer la violence. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Après, dire que ça ne change pas, c'est pas vrai. Parce que ça s'accumule. Et quand on parle aux gens et qu'on n'est pas entendu année après année, après année, après année, après année, et que les jeunes générations arrivent avec une histoire entière de manque de respect de la part des autorités, ça peut que aller mal. Donc voilà. Moi je pense qu'on a un nouveau gouvernement, on a un nouveau président qui ont l'air d'offrir quelque chose de différent, d'intéressant. On a un mec qui a 39 ans, il devrait comprendre ce qui se passe. Je pense que la famille Traoré devrait amener cette affaire directement au président, que c'est à lui de donner le ton de la politique et de l'état d'esprit de la France. Et je ne pense pas qu'un président sur une affaire aussi grave, parce que cette affaire nationale peut se permettre de rester en arrière. Je peux comprendre de la part de Hollande, je peux comprendre de la part de Sarkozy, parce que c'est une ancienne génération. Sur ce niveau-là, je pense qu'il faut l'attaquer véritablement. Il faut lui mettre cette responsabilité parce que la police, c'est l'interaction entre nous et eux. Si cette interaction n'est pas propre, si elle n'est pas jolie, si elle n'est pas éthique, tout c'est fait. On ne peut pas les respecter ensuite. Donc je pense qu'il faut amener ça dans le président. Tout d'abord, soutenir le collectif, parce que soutenir la cause
notre frère Adama, paix à son âme, depuis le premier jour. On aurait aimé ne pas être là ce soir, mais malheureusement la vie est ainsi. C'est important pour nous, en fait, tout simplement. On est des artistes, mais au-delà d'être des artistes, on n'est pas là que seulement pour faire des clips ou pour faire des disques. On est aussi là pour soutenir des causes, soutenir des injustices. Et pour nous, c'était important de pouvoir répondre présent sur le terrain, d'accompagner les familles, d'accompagner la famille de Adama Traoré, par son âme. Et j'aimerais sincèrement remercier toutes les personnes ici présentes, toutes les personnes qui sont là qui sont là ici, ou les personnes qui n'ont pas pu être là, mais qui à travers les réseaux sociaux soutiennent chaque jour la cause. Et je pense que voilà, Mathieu a résumé malheureusement l'état actuel. Donc voilà. Merci beaucoup. À côté de vous. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a conduit à être là ce soir Qu'est-ce qui m'a amené à être là ce soir? Il y a eu un deuil dans une famille, dans un quartier. Ça m'a touché moi directement. J'ai partagé directement leur peine. J'avais essayé de même rentrer en contact avec eux au début de l'histoire parce que j'avais peur qu'ils fassent des erreurs au niveau du juridique. Et aujourd'hui, je suis admiratif devant le courage de Assa, de ses frères et de tous les gens qui les entourent. Parce que je trouve qu'il faut quand même une sacrée force mentale pour pouvoir mener un combat qui... Je sais pas comment dire. Mener un combat qui risque... qui malgré tout, on sait qu'il y a très peu de chances que ça porte ses fruits. Mais c'est très important aujourd'hui, dans la France dans laquelle on est, de se battre devant les autres pour les inspirer. Parce qu'en fait, Adama Traoré, paix à son âme, c'est pas la seule personne qui est morte par la violence policière. Et il y a d'autres familles qui n'ont pas eu le même courage pour défendre leurs défunts. Et le courage de Assa et de toute la famille Traoré inspire toutes ces familles-là. Et je trouve ça vraiment admirable. Et c'est pour ça que je suis là. À chaque fois qu'il y a un événement comme ça, j'essaie d'être là. C'est important pour vous justement de montrer que vous êtes aussi engagé sur cette question? Pour moi, c'est pas de l'engagement, c'est les gens de quartier. Moi, je suis un mec de quartier. C'est comme si je suis parti visiter une famille du Messie à côté. Tu vois, l'engagement, pour moi, c'est politique. Je suis pas comme ça. Voilà. Est-ce que vous êtes un artiste engagé? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on vous voit sur ces causes, sur les questions de discrimination, d'antiracisme. C'est donc une suite logique d'être là ce soir. Oui, bonsoir. C'est une suite logique, mais je suis un peu d'accord avec ce que disait Mac Taylor à l'instant. On n'a pas l'impression, en tant qu'artiste, effectivement, là c'est des personnalités, on n'a pas l'impression que c'est de l'engagement, ou alors quand je rentre chez moi, je ne me dis pas je suis engagé, c'est mon rôle de venir ou quoi que ce soit, et je sais pas, enfin c'est pas un CDI ou un CDD d'être engagé, en fait, on s'en fout. On le fait par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur et parce qu'on pense que c'est logique et c'est parce que c'est du bon sens. Après, le bon sens peut nous tromper, mais c'est notre conviction. Et peut-être que voilà, c'est mis en avant par le fait qu'on soit artiste et qu'on soit médiatisé, mais en vrai, c'est une chose normale. Et même la vraie question que moi je me pose quand je viens, quand on a fait le concert Justice pour Adama il y a quelques mois, ou alors quand il y a le rassemblement d'aujourd'hui, je me pose la question sur, parce que je suis un être humain comme tout le monde, à quoi ça
sert en fait, à quoi ça sert tout ce qui est fait? À quoi ça sert que Assa Traoré écrit dans le livre? À quoi ça sert que les artistes organisent des concerts? À quoi ça sert que les gens se rassemblent? Je sais pas, un vendredi, ils ont peut-être des choses à faire, ils n'ont pas que ça à venir. À quoi ça sert qu'on mette des t-shirts? À quoi ça sert? Tout ça, à quoi ça sert? Est-ce que ça sert à ramener Adama Traoré ou que ce soit? J'ai entendu d'autres gens le dire, non? Les gens, ils sont pas là. Personne ne ramènera Adama Traoré, c'est dur à dire, mais voilà, on perd tous des proches, etc. Et la mort, ça fait partie du cycle du truc. Je vais pas refaire l'histoire, mais ça, on sait. Les gens, c'est pas ça qu'ils réclament. Et tout à l'heure, il y a un jeune homme qui est venu ici qui a dit aussi un truc que je trouve intéressant. Il a dit, on ne cherche pas non plus à avoir des peines policières pour des peines, des condamnations pour les policiers, dans le sens où je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de la famille Traoré qui s'endort la nuit en comptant, ouais, j'espère qu'il aura 45 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Moi qui essaie de suivre ce truc-là, je crois que je n'ai jamais pensé. En fait, on s'en fout de tout ça. Les policiers, ils sont humains, quoi que ce soit, c'est un système que je maîtrise mal. Ce que les gens ils cherchent, à quoi ça sert et pourquoi les gens ils sont devenus aussi nombreux, c'est un truc simple, la justice et la vérité, mais pour que ça serve à quelque chose. Tout à l'heure quand on parlait à Mathieu, tu disais ouais la haine c'était en 95, c'est ça? Et en fait ça m'a rappelé qu'en 95 j'étais lycéen, j'avais 15 ans. Entre temps il y avait des gens, moi avant ça, avant que je vienne en France, il y avait déjà Malik Ousekine et ça qui était décédé. À l'époque de la haine, j'avais 15 ans. Là maintenant j'ai des enfants, j'ai sorti des albums, je suis parti à une autre vie, etc. Dans quelques années j'aurai 40 ans, il y a encore des gens qui décèdent, donc ça sert à rien en fait. Et au fait c'est pas ramener Adama Traoré faire à son âme. C'est que quelque part, aussi cruel que ça puisse paraître, aussi dur que la formule puisse paraître, c'est que sa mort elle serve à quelque chose en fait. Les gens ne veulent pas le ramener, les gens veulent faire en sorte que si jamais on met la vérité sur ça, on exige la justice sur ça, ça va permettre peut-être aux choses d'aller dans le bon sens. Parce que je crois que ce qui est le plus dur et le plus accablant, c'est que la famille Traoré soit accablée alors qu'elle est victime. C'est-à-dire qu'à cause de la mort d'Adama, Youssouf il a eu des problèmes. À cause de la merde du décès d'Adama, ses frères ils sont victimisés alors que c'est le problème. Et ça, c'est ce système-là qu'on peut changer. Ça, on peut le faire. Ramener Adama Traoré, non, jamais de la vie. Mais ça, on peut le changer et c'est grâce à des rassemblements comme celui-ci. Parce qu'Adama est devenu un symbole aussi au même titre que toutes les victimes dont vous parliez tout à l'heure. Ouais, les victimes, elles sont nombreuses. Alors, effectivement, le cas d'Adama, il a été médiatisé, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait eu des choses avant Adama. Malheureusement, j'espère pas qu'il y en aura après. Il faudra, même si Adama est pris comme symbole, peu importe le symbole, voilà. Mais il y a des symboles dont on se passe très bien. Je pense pas que la famille Traoré, ils avaient signé pour ça. À la base, c'était des gens anodins qui voulaient mener leur vie, etc. Après, maintenant, il se trouve qu'ils incarnent bien ce combat-là, et tant mieux pour leur dignité, parce que je les trouve très dignes. Mais il faut surtout que sa mort serve, voilà, pour que d'autres gens puissent vivre derrière. À l'instant, Mathieu nous disait qu'il fallait peut-être aller voir Emmanuel Macron poser en fait ce problème politiquement, faire en sorte qu'il n'y ait plus d'autres Adama Traoré, d'autres Lamine Diack, d'autres Malik Ousekine, d'autres Ziad Ebouna. Est-ce que c'est ça la solution, dépasser en fait ce moment qui est un moment collectif qui est important pour aller encore plus haut? C'est peut-être le seul moyen de changer les choses. Alors moi je crois qu'il faut essayer de prendre la mesure de ce qu'on a en face et de ce qui se passe en France depuis au moins 20 ans, 20-30 ans. Moi je suis d'origine algérienne, la génération des grands-parents ont eu leurs histoires et leur rapport à la police extrêmement violent, marqué par la répression et par la négation de leurs droits jusqu'à les tuer. La génération des parents ont aussi connu ce genre d'injustice et de négation de leurs droits. À quoi s'ajoutait l'exil? On sortait à peine du colonialisme. La génération de nos grands frères à la fin des années 70, au début des années 80, ont eu aussi leur lot de tués, de morts, de négation de leurs droits, d'étouffement de leur lutte. Ma génération, j'ai 41 ans, elle a traversé
les années 90 et le début des années 2000, à travers l'affaire Makomé, Abdelkader Bouziane, Madame Arielis, le petit Habib à Toulouse, au Mirail, Riyad Amnaoui à Lille. Au début, évidemment, la génération qui a suivi, ou la semi-génération qui a suivi, qui est celle du milieu des années 2000, celle de ce qu'on appelle les petits frères, ont eu aussi leur lot. Et ce que je veux dire par là, c'est que de génération en génération, notre imaginaire, il est ensanglanté. Et c'est ce qui a été transmis, j'allais dire, de plus sûr. Et cette transmission de la répression et de ce rapport aux institutions, aux violences institutionnelles, aux violences policières, à la négation de nos droits, à l'étouffement de nos luttes, il vient de très loin. Donc j'aimerais avoir le même optimisme que Mathieu Kassovitz par rapport à une démarche d'aller interpeller Macron ou les gens de ses équipes, mais je pense malheureusement, au contraire, non seulement que c'est vain, on a depuis quelques jours, quelques semaines assisté à la montée en puissance d'un candidat. Ce qui s'est passé en France, c'est qu'une poignée de milliardaires, à qui tous les médias appartiennent, ont mis à l'Élysée un jeune banquier de 32 ans. C'est ce qui s'est passé en France. Et malheureusement, j'aimerais être aussi optimiste, mais malheureusement, je crois qu'on va assister à une fuite en avant, à une accélération dans le démantèlement du peu qui reste au peuple et dans le démantèlement du peu qui reste dans les quartiers. Et je pense que face à ça, on a besoin de lions. Alors moi, je suis venu pour soutenir la famille Traoré, Assa, ses frères, sa famille, le comité. J'ai presque terminé la lecture de ce livre et il est extrêmement précieux. Je crois même que c'est une première dans l'histoire des luttes des quartiers, qu'au moment où la lutte se formule, au moment où les gens se dressent et rendent les coups, se mobilisent, où on a un livre de cette qualité, il y a un proverbe africain assez célèbre et que j'aime citer et qui dit que tant que les lions n'auront pas leurs historiens, les histoires de chasse glorifieront le chasseur. Voilà, et on a besoin de lions. Et on a besoin de lions. On a besoin de lions pour écrire l'histoire des lions et pour porter le combat des lions. Et on a besoin de 1000 familles Traoré. Et donc voilà, je leur rends hommage. Je rends hommage à Adama, à Naïl Ahmou et à tous ceux qui se sont joints ce soir et encore à l'avenir. Et puis oui, aussi une chose, le nerf de la guerre, c'est l'argent. L'aspect financier est extrêmement important. Les soutiens moraux, symboliques, c'est extrêmement important aussi. Mais c'est le carburateur qui va permettre sur le long terme d'espérer emporter une victoire, ou en tous les cas de rester digne et droit et debout jusqu'au bout. Et merci à vous et merci à la famille. Ici, il n'y a que des lions et que bientôt les lions auront les historiens. Merci à vous de nous avoir accordé quelques minutes. J'ai fait 1000 lettres au procureur pour enlever cette photo. Quand je vois cette photo, j'ai la douleur. Plus encore. J'ai demandé de voir un gendarme qui a tué mon fils. J'ai des obstacles de tous les côtés. Les portes m'ont fermé au nez. J'ai quand même fini pour avoir une reconstitution à la fin. J'ai vu le gendarme et le gendarme qui ont tué mon fils. Quelque temps après, ils ont eu un non-lieu. J'ai fait appel, un non-lieu. J'ai manifesté, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai tout fait. Les portes m'ont fermé au nez. La justice, elle m'a complètement ignoré. Parce que c'était un jeune détenu. Un jeune de 23 ans ne mérite de mourir? Non. Menotté en plus, il a visé droit dans les yeux, il lui a tiré une balle dans la tête.
Alors qu'il avait la bombe lacrymogène et le taser, il aurait pu le maîtriser. Il a préféré lui tirer une balle dans la tête que de le maîtriser. Le jour d'aujourd'hui, le dossier est parti en cassation. C'est à l'attente. Par un non-lieu ou par condamnation. Mais l'État ne condamne jamais les gendarmes. Le gendarme, il n'est plus gendarme. C'était un gendarme volontaire. Il est vigile actuellement. Ils auront pu faire un procès. Maintenant, c'est à l'attente. Donc ça va jusqu'à la Cour européenne. C'est à voilà. Donc je comprends la famille Adama. Je partage leur douleur. On n'aura malheureusement jamais nos enfants. Jamais. Mais le combat continue. Comme combat matin. Je suis Ramada, la sœur de Lamine Dieng. Lamine Dieng est une autre victime de violences policières, de crimes policiers. Lamine a été torturée pendant 30 minutes jusqu'à ce que mort s'ensuive. C'était le 17 juin 2007, entre 4h et 4h30 du matin. 8 policiers du 20e arrondissement à Paris l'ont interpellé. Et Lamine était allongée face contre terre pendant 30 minutes. Ils l'ont menotté sur la nuque, un bras passé par-dessus l'épaule, l'autre plié dans le dos. Ils lui ont attaché les chevilles avec une ceinture de contention en cuir. Ils l'ont traîné jusqu'au fourgon de police. Et là, posé face contre terre encore une fois, il y en avait un sur son épaule droite, un sur son épaule gauche, un sur son bassin et un sur ses jambes repliées jusqu'au fessier. Lamine est mort d'une asphyxie mécanique par suffocation due à l'appui facial contre le sol avec pression du sommet de la tête. C'est encore en dessous de la réalité. C'est vous dire à quel point c'est grave ce qui se passe dans ce pays. Et donc il faut absolument que chacun mobilise sa famille, ses proches, ses amis, pour qu'enfin on puisse mettre un terme à ce déni de justice et à ces crimes d'État. Parce que c'est l'État qui leur permet, qui leur donne le pouvoir de nous torturer et de nous harceler au quotidien et de nous tuer au final et de s'en sortir. Bonsoir, je représente ici le collectif Vérité et Justice pour Ali Ziri. Ali Ziri n'était pas un jeune de banlieue, il appartenait bien à la banlieue, il avait 69 ans. Il avait été, faisait partie de ce qu'on appelle les Chibani, c'est-à-dire ces personnes qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont été importées en France pour redresser le pays, reconstruire. Et comme Argenteuil est une ville qui était une grande cité ouvrière avec l'industrie aéronautique, avec l'industrie automobile, il y a des centaines de travailleurs qui ont été ainsi pendant presque toute leur vie de travail au service dans ce pays. Et Ali Ziri était un des leurs, un des retraités qui sont assujettis à revenir séjourner un certain temps tous les ans dans les foyers à Doma, ex-Conacotra. Et il était revenu en France pour acheter des cadeaux d'anniversaire pour le mariage de son fils, un cadeau de mariage. Et il avait retrouvé un de ses amis, et il rentrait au foyer en voiture. Ils ont été arrêtés lors de ce contrôle routier et emmenés au commissariat. Ali Ziri n'en est pas ressorti vivant. Il a été victime d'une technique d'immobilisation létale qui était en principe déjà interdite depuis 2003 alors qu'elle lui a été appliquée en 2009. Comme le plaquage ventral avec appui dorsal qu'ont subi Lamine Dieng, Mohamed Boukourou et plein d'autres, et Adama Traoré entre autres, cette technique d'immobilisation provoque l'asphyxie, comme la clé d'étranglement, qui si elle est maintenue évidemment, provoque la mort. Ces morts, nous les avons vécues
celles qui ont suivi celle d'Aliziri, comme une effroyable répétition d'exactement les mêmes scénarios de ces trois techniques létales d'immobilisation, la clé d'étranglement, le pliage et le plaquage ventral avec un pilote. Mon fils Joël n'a pas été tué par la police, mais envoyé à la mort par la police. Je m'explique. En 1996, il y a eu des émeutes chez nous à Montageli. Donc, on l'a pris comme un métier. Un juge l'a placé en détention provisoire à Bois-d'Arcy. Donc, il s'est retrouvé avec 2 autres de son âge. Et 11 jours après, un des co-détenus a pété les plombs, excusez-moi l'expression. Il a allumé le feu. Ils sont morts tous les deux. Je laisse la place un peu à d'autres familles pour parler, mais pour vous dire qu'au départ, même des gens très proches, ils se disaient que j'étais fou, je m'attaquais à l'État et que j'allais droit dans un mur. On a mené un combat et au bout de 13 ans, ce mur est tombé par terre parce que le Conseil d'État a condamné l'État pour 3 fautes lourdes qui sont devenues jurisprudence. C'est pour ça que je suis là pour témoigner et pour soutenir toutes les familles, comme nous aussi on est victimes, à poursuivre le combat qui mènera à la victoire. Voilà. Merci. Théo aujourd'hui, il a toujours sa poche. Théo aujourd'hui continue à passer des examens médicaux pour savoir si un jour il va pouvoir la retirer. Théo aujourd'hui doit s'adapter à vivre avec sa poche pour le moment parce que les médecins ne sont pas en capacité de se prononcer et de nous dire s'il va pouvoir la retirer ou s'il va devoir la garder toute sa vie. Et est-ce que vous allez lancer des actions en justice? Est-ce qu'il y a du nouveau de ce côté-là? Des actions en justice effectivement qui sont en cours. Là on sent un petit peu une accalmie, on est toujours en contact avec l'avocat et on continue le combat. Aujourd'hui je voudrais profiter moi pour dire quelques mots à la famille Traoré. Je voudrais dire à la famille Traoré que je pense très souvent à vous. Je voudrais vous dire que avant de vivre quelque chose comme ça, on ne sait pas du tout ce que c'est. Je n'ai pas prévu de pleurer, mais je suis arrivée plus facilement, mais aujourd'hui j'ai envie d'être forte. J'ai envie d'être forte aussi pour vous dire que moi le 2 février quand c'est arrivé, la veille je ne pensais pas du tout que ma vie allait basculer comme ça, et pourtant ça arrivait à mon petit frère. Aujourd'hui vous, Madame Traoré, vous êtes une mère qui avait perdu un fils. Quand c'est arrivé à mon petit frère, c'est le soir du procès qui était dans l'honneur de votre fils. Ce que je veux vous dire moi aujourd'hui, c'est réveillez-vous, il faut se réveiller. Aujourd'hui c'est avec mon petit frère. Demain ça peut être votre voisin, ça peut être votre frère, votre père, n'importe qui. On n'imagine pas du tout ce que c'est tant qu'on n'a pas vécu. Il n'y a même pas envie de vous dire courage parce que le courage, ça ne représente pas ce qu'on endure pendant ces épreuves-là. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on doit marcher main dans la main, parler à vos voisins comme on nous l'a dit, parler à vos cousins, parler à vos familles. Aujourd'hui, on ne peut pas se laisser marcher dessus comme ça. Je pense à vous aujourd'hui parce qu'on attaque aussi une grosse machine dans ma famille. Ce que je voudrais faire passer aussi comme message, quand on me demande quand Théo, comment il va, Théo c'est un garçon qui sourit, Théo c'est un garçon qui a 22 ans, c'est un garçon qui a toujours souri. Moi, avant que ça arrive, j'en avais marre de voir le sourire. Parce qu'il rigolait tout le temps, même quand je l'engueulais. Aujourd'hui, j'ai pas envie qu'il arrête de sourire. Aujourd'hui, j'ai envie de lui dire, Théo, lève la tête et marche. Parce que toi, aujourd'hui, tu es là. Théo, c'est lui qui nous a portés à l'hôpital. C'est lui qui a été plus fort que nous, plus fort que ses frères et plus fort que ses sœurs. Plus fort que sa mère et plus fort que son père. Ma mère, c'est quelqu'un de fort. Théo a dit à ma mère, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Ne viens pas me voir ici en pleurant. Parce que toi, tu as la chance d'avoir ton fils en face de toi. Et pense aux mères qui n'ont pas la chance d'avoir leur fils aujourd'hui en face d'eux. Ces choses-là,
choses-là ne doivent pas arriver, elles ne doivent plus arriver. Le combat n'est pas pour Théo aujourd'hui. Le combat est pour Adama, pour Théo, pour tous les autres, pour tous ceux qui ne peuvent plus s'exprimer. Il est là le combat aujourd'hui. Si on veut que ça s'arrête, si on veut que la justice bouge, on doit d'abord nous bouger ensemble. On doit nous dénoncer aujourd'hui et dire que ce qui se passe n'est pas normal. Voilà ce que je voulais faire passer comme message. Bonsoir à tous d'abord. Je remercie tout le monde d'être là. C'est très important pour toutes les familles et surtout pour la famille Adama. Et pour répondre à votre question, ma famille elle se porte très bien. Aujourd'hui, ça fait un moment que l'histoire est passée, mais on n'oublie jamais. Et à travers le message de la maman Adama aujourd'hui, j'ai été beaucoup touché parce que dans son discours, j'ai ressenti le discours à ma mère. Ce que ma mère me disait tous les jours. Et voilà, c'est des choses très très difficiles. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à en parler. Je n'oublie pas. J'essaie d'avancer, donner mon temps aux familles des victimes, essayer de les accompagner, soutenir. Et je remercie tout le monde d'être là ce soir parce que c'est très important. C'est très très difficile de mener un combat. Nous, on l'a mené pendant 10 ans. On y lâche beaucoup de force. Après, heureusement, on a beaucoup de gens autour de nous, comme on peut le constater aujourd'hui, et c'est très important. Maintenant, pour la famille Adama, on est là, pour toutes les autres familles aussi, on est là, on mène le combat tous ensemble. Comme Massa l'a dit tout à l'heure, c'est impossible de mener ce combat tout seul. On est tous ensemble, on va tous de l'avant, on a tous les mêmes histoires, on est liés. Et voilà, ces histoires peuvent arriver à tout le monde aujourd'hui. Ça peut arriver à moi comme à des gens qui sont ici ce soir. Et le plus important, c'est d'être unis, de se donner la main et avancer ensemble. Force à la famille Traoré, sans oublier Baki, Yacouba et toutes les autres victimes des autres familles. Merci. Curtis a été enterré aujourd'hui, qu'il est mort il y a quelques jours, donc je crois que c'est son oncle qui est par là. S'il pouvait venir nous rejoindre pour nous dire quelques mots. Je crois que c'est aussi important. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis l'oncle de Curtis qui est décédé le vendredi 5 mai suite à une course poursuite avec la brigade anticriminalité d'Antony. Donc les circonstances de sa mort sont très difficiles parce qu'il a percuté un bus. Et excusez-moi. Donc excusez-moi, c'est très difficile parce qu'aujourd'hui on a fait l'enterrement aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de choses qui remontent. On a mis beaucoup de temps à pouvoir récupérer le corps par rapport à l'enquête judiciaire. Et une plainte a été déposée donc, pour homicide involontaire. La procédure judiciaire est entamée. Maintenant, il y a beaucoup de choses sur lesquelles voilà, on arrive avec les deux pieds dedans. On ne sait pas du tout comment s'y prendre. On ne sait pas vers qui se tourner. Et alhamdoulilah, grâce à Dieu, moi, mon enfance, voilà, mamie m'a contacté rapidement, j'ai pu voir ça. Dans sa douleur, elle a pu nous partager aussi son expérience. Et c'est beaucoup, parce que du coup, on a pu ne pas perdre de temps à aller vers les bonnes personnes, à faire les bons choix. Et on sait très bien que dans ce genre d'affaires, chaque jour est important. Donc il faut vraiment partager tout ça pour que ça n'arrive plus à aucun de mes enfants et à aucun de nos frères, nos sœurs.
et fils de maman et de papa. Et protéger notre jeunesse, parce que notre jeunesse, comme je le dis souvent, c'est notre futur. Si on ne protège pas notre jeunesse de toutes ces actions qui peuvent être faites à leur rencontre, eh ben, c'est nous qui perdons aussi. Merci à tous en tout cas de m'avoir écouté. Et puis, DNLC, disons-nous les choses, nous sommes à la soirée événement par rapport à la sortie du livre Lettre à Adama. Nous sommes tombés sur monsieur Mathieu Kassovitch. Et comme je disais, il ne pratique pas la langue de bois, nous ne pratiquons pas la langue de fer. Monsieur, comment allez-vous? Ça va bien? Ça va, tranquille? Tranquille, tranquille. Bah, dis-nous un petit peu ton ressenti par rapport à cette soirée. Bah, je savais pas, je sais pas où j'arrivais, donc je savais que je venais soutenir la famille et à ça, et pour la sortie du livre. Mais non, j'ai découvert toujours dans ce genre de cas beaucoup de soutien de la part de beaucoup de gens de raisons complètement différentes, de gens qui comprennent le problème et qui essayent qui donnent leur soutien, parce que la masse est importante, c'est important qu'il y ait du monde et c'est important que ce soit plein, c'est important que la dynamique soit enclenchée. Voilà. Toi-même, par rapport à ton parcours de vie ou même à ton train de vie, aujourd'hui, tu as même quelque part, il y a d'autres personnes qui ont ton statut, qui pourraient être là. Et comment ça se fait que toi, tu es là? Pourquoi tu es là? Parce que moi, je représente un petit peu, malheureusement, les problèmes de brutalité policière à travers la haine, c'est tout. Donc il y a ce symbole du film qui fait que le problème de la haine, c'est qu'on a prévenu tout le monde il y a 20 ans. Et que 20 ans plus tard, les choses sont pas seulement là encore, mais comme elles ne sont pas réglées, ça veut dire qu'elles empirent. Donc oui, on me demande souvent mon avis sur savoir, voilà, quand on voit ce qui s'est passé là, on ne peut que se rappeler de la haine, on ne peut que se rappeler de tout ce qu'on a vécu pendant 20 ans, et on voudrait comprendre pourquoi ça continue d'exister. Alors on me pose souvent la question, je n'ai aucune idée, enfin si, j'ai une idée, c'est le respect. Et voilà, on est là pour justement montrer du respect à la famille. D'ailleurs, tu fais bien de parler de la haine, car j'ai envie de parler de la haine. Et c'est les 25 ans de la haine, il me semble, c'est ça? De la sortie. Parce que j'ai cru voir un espèce de teaser. Voilà, 95, non, c'est... Bientôt. Voilà, bientôt. Et voilà, Macron est passé, on a vu, au niveau de la politique, on a vu plein de retournements de veste, on a vu plein de chamboulements. Toi, à ton avis, ce nouveau gouvernement, par rapport à la situation des quartiers, tu penses que ça sera favorable? Moi, je pense que déjà, on a des gens qui sont une nouvelle génération. On a un président qui a 39 ans, donc il est forcément plus en communication avec nous que les autres. Il n'a pas le même parcours. Alors après, est-ce qu'il a été aimé par des milliardaires? Ça, je ne sais pas. Mais justement, moi, je pense que cette affaire-là, qui est une affaire parce que ce n'est pas juste de la brutalité policière, c'est de la brutalité étatique. Et ça, on a un président qui est donc nouveau et à qui on peut demander de prendre parti, de parler à son administration, de parler aux policiers, de leur rappeler leur mission. Je pense que c'est très important que ce soit le président qui le fasse et pas juste le préfet ou le maire ou un ministre quelconque. Je pense que c'est vraiment à lui de déterminer quel est l'état d'esprit du pays. Et je pense qu'on doit en profiter pour tester ça. Donc, si on va les voir et qu'il n'y a pas de retour de leur part, on saura. Mais si on ne va pas les voir et qu'ils nous disent mais vous n'êtes pas venus nous voir, je pense qu'il faut les tester pour ça. Donc moi j'ai perdu espoir il y a longtemps, mais je continue malgré tout à essayer à penser que ça peut passer. Et là je me dis bon ben voilà, moi je serai la famille Traoré, je dirais je vais devant l'Élysée et je n'en bouge pas. Voilà. Parce que si lui il pense que c'est un problème national et qu'il faut que lui il rappelle que le respect doit être ramené entre la population et la police à un niveau profond. Rappelez qu'on n'est pas les ennemis les uns des autres. Rappelez que quand nous on voit des policiers habillés comme des militaires dans la rue, on a peur. Rappelez qu'il faut que les policiers comprennent ça. Et voilà, se souvenir qu'on sort de 20 ans, de 30 ans d'élite faciès, de catégorisation d'une certaine partie de la population comme des gens qui sont qu'on peut tuer quasiment. Quelque part, tu penses que notre média est issu de Grigny. C'est la ville la plus pauvre de France. Voilà, nous issus de la Grande Borne, de Grigny 2 aussi. Et c'est aussi la ville la plus jeune de son département. Et tu penses que il y a beaucoup de problèmes avec la police. Est-ce que tu penses qu'il faut réformer la police?
Moi, j'ai une idée qui va vous faire crier. Moi, je pense que les policiers devraient être 2 fois plus payés, 2 fois plus responsables et 2 fois plus entraînés. Ouais, et tu ne penses pas aussi qu'on sait que pour être médecin, il faut une dizaine d'années et pour être policier, il faut une année. Il y a quand même de formation. Il faut pas seulement faire une formation de quelques mois au tir, mais il faut faire de la psychologie, il faut créer de l'empathie. Il faut que les policiers se souviennent qu'ils viennent ici parce que ce sont les gardiens de la paix. Alors, ils ont des voyous en face d'eux. C'est pour ça qu'il y a les policiers, parce qu'il y a des voyous. Les voyous, ils font leur truc de voyous. Les policiers les attrapent, c'est leur métier. Chacun fait son métier. Quand le voyou se comporte mal, il se fait taper dessus un peu plus. Mais les policiers, ils ont la loi. La loi est pour eux et ils doivent la respecter. Et c'est le seul moyen. Et même, alors quand ça dérape, on a affaire à des êtres humains, on peut le comprendre, mais l'administratif qui est derrière, le politique qui est derrière doit lui absolument être du côté du peuple. Parce que s'il est du côté d'une administration qui est sourde et muette et qui ne fonctionne que par la protection de son propre petit microcosme, on va à la catastrophe. Et on ne peut pas demander à des jeunes de 17 ans d'être raisonnables. Ce n'est pas possible. On peut demander à la police d'être raisonnable par contre, oui. On sait que la France c'est le pays de la littérature. Balzac, Maupassant, les gens passent. Et est-ce que tu trouves que c'est bien et fort intéressant que le combat contre les luttes policières et notamment le combat de la famille Adama s'inscrivent dans la littérature française? Est-ce que tu trouves que c'est bien et que c'est très intéressant et que c'est une évolution? C'est essentiel parce que si dans quelques années on regarde cette affaire et qu'on ne peut la juger qu'à travers les documents les reportages télévision, on va avoir une idée fausse. Il faut absolument, comme le disait Taylor, il faut absolument que les lions écrivent leur propre histoire, parce que sinon on n'aura que la vie du chasseur. Et ce qu'elle a fait à ça, là, c'est de marquer d'une pierre blanche et par un objet indestructible qui sert de référence, de voilà mon point de vue, voilà ce qui s'est passé, voilà l'autre côté de l'histoire, et à partir de là, elle ne tombera plus jamais dans l'oubli, et c'est ce qu'il faut. Il faut jamais oublier, parce que si on oublie, chaque fois qu'il y en aura qu'il se passera un truc nouveau, on va être surpris. Non, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on analyse, il faut qu'on trouve des solutions, et les solutions, elles viennent à travers, encore une fois, je pense, juste ramener. Il ne faut pas réformer la police dans le sens où la police, ça sera toujours la police, pas la peine on ne peut pas réformer la police tant que ça, mais il faut ramener absolument ce rapport on est les mêmes, on est là, vous êtes là pour nous aider, on est là, on n'est pas vos ennemis, quoi, les gars. Et même si ça peut déraper par moments et que vous avez affaire à des jeunes qui ont le sang chaud, c'est pas une raison de considérer l'ensemble de la population comme un ennemi. Et nous, on peut pas vous considérer comme un ennemi non plus, c'est pas possible. Tu penses que, ça sera ma dernière question, tu penses que par rapport au quartier, il serait important que les gens s'organisent, c'est-à-dire que nous, dans nos locaux de la Bloc-Haute Radio, tous les mercredis, nous organisons des débats qui s'appellent l'after de la néosphère. Et le prochain thème est le suivant: quel est ce leader des quartiers que tout le monde attend? Et d'ailleurs, nous t'invitons. Il serait intéressant que tu viennes et que tu donnes ton opinion. C'est à vous, les quartiers, de donner votre... Même si tu n'es pas issu des quartiers. Je ne sais pas s'il faut un leader. Je pense que je ne sais pas s'il y aura un leader charismatique qui lèvera les quartiers. Et j'espère qu'un jour, il y aura peut-être le président de la France d'en bas. Ça serait génial. Mais je pense que c'est plus à la conscience collective du quartier de s'affirmer. Si l'ensemble du quartier dit non, il n'y a pas besoin de violence. Tout simplement, ça ne pourra pas fonctionner. Donc si vous êtes cohésif et qu'on dit tous ensemble, ça ne passe plus, et ben ça ne passera plus. Parce qu'ils ne pourront pas passer en force. Ils peuvent passer en force parce qu'ils arrivent à diviser les gens. Mais si les gens sont unis, ils ne peuvent plus passer. En tout cas, nous t'invitons à ce débat, parce que ça serait intéressant d'avoir ton point de vue. C'est mercredi 24. Ce mercredi-là. 24 à 20h. Ah ouais, non, je suis pas là, je suis à Cannes, les gars. Oui. En tout cas, on te remercie pour cet entretien. Et on espère, on a d'autres débats tous les mercredis, et tu nous feras tes coordonnées comme ça, directement, on t'invite. Pas de souci. Merci à toi. Merci beaucoup, les gars. Merci, à bientôt.